Und wenn ich böse war, wild war, dann haben sie mich halt verhaftet. Die Ortskommandant durchgeführt, und dann ist der Ortskommandant mit draufgegangen, wo ist das Schild? Ich habe gesagt, ja, war ein Schild an der Haustür und die haben sich so einquartiert ohne Genehmigung. Dann mussten sie ausziehen, das ist wieder zugemacht worden. Ach, darauf komme ich wieder heim, war selber wieder. Dann habe ich mich gar nicht mehr aufgeregt. Ce film de propagande passe sous silence le déracinement et la peur de la guerre. Les villages, occupés par des soldats allemands, sont montrés comme étant bien gardés. Pas un mot sur les deux objectifs réellement poursuivis. Obtenir un champ de tir bien dégagé et faciliter le déploiement des troupes. Ces images idylliques cachent la réalité. En France, le journal de guerre montre chaque semaine des images semblables. De même, la solidarité entre soldats et population que l'on y présente n'est qu'une partie de la vérité. Ces Alsaciens se sentent comme des pions sur l'échiquier du pouvoir central. L'armée est entrée en action pour défendre les droits de l'homme contre la barbarie et parallèlement, elle ordonne des évacuations brutales. Sur les deux rives du Rhin, on ne trouve plus que des villes fantômes. Madame Gutherz de Lembach raconte ce qu'elle a ressenti à l'époque alors qu'elle était enfant. Und in dem Weiter sind wir 2 Nächte geblieben und da haben sie uns in Viehwaggons verladen. Ne? Auf Stroh wie Vieh. Ne? Da waren wir, also manche hatten Platz zum Liegen, aber die vielen haben nur einen Sitzplatz bekommen. Ne? Und da war alles dabei, Hund und was dazugehört hat. Ne? Und da sind wir gefahren, wohin haben wir nicht gewusst. Ne? So, vor allem haben wir dann gute Verpflegung bekommen. Ne? Was war das so für ein Gefühl für Sie? Wir wussten überhaupt nicht. Wir wussten überhaupt nicht, was wir denken sollten. Wir dachten, wir gehen höchstens für 5, 6 Wochen weg und dann fahren wir wieder nach Hause. Ne? Und da ging ein Jahr vorbei. Schon wenn man Haus und Hof muss verlassen, ne? Und in Weidersweiler mussten wir alles stehen lassen, Vieh und alles stehen lassen und fort. Ne? Und was zu Hause blieb, ist zu Hause kaputt gegangen. Ne? Hat niemand mehr gefüttert. Ne? Lembach, près de Wissembourg, faisait alors partie d'une région fortifiée. C'était le tronçon vosgien de la ligne Maginot. Aujourd'hui encore, les puissants vestiges du fort appelé le Four à Chaux se dressent sur les sommets arrondis des collines. C'est de là que les hommes avaient observé le départ de la population. Les villages français furent transformés en zones de combat potentielles. À l'abri du béton et protégés par ces collines bardées de fer, ils se livraient depuis septembre 1939 à des duels d'artillerie avec les Allemands. Le reste du temps se passait dans l'attente. Il en allait de même en Haute-Alsace, dans les petits forts des bords du Rhin, situés en face de Breisach. Pendant la drôle de guerre, qui fut une guerre de position, tout ici resta calme. Mais les soldats étaient ébranlés par les événements de Pologne. Pendant qu'ils restaient sans rien faire, les armées de Hitler écrasaient leurs alliés de l'Est. La Pologne livrait un combat inégal contre la machine de guerre moderne de l'Allemagne. À Varsovie, Hitler savoure ostensiblement sa victoire. Quelle tactique va donc adopter Gamelin, le chef de l'état-major français, pour contrer l'offensive allemande désormais inévitable? Les indices se multiplient. Les Allemands vont opter pour une guerre de mouvement. Les dirigeants politiques, comme le Premier ministre Édouard Daladier, que l'on voit ici à Strasbourg, connaissent la supériorité des Allemands, qui réside dans la rapidité de leurs déplacements. On fait donc sauter tout ce qui pourrait faciliter leur progression. À nouveau, la France est contrainte et forcée d'appeler l'Angleterre à son secours. Les représentants du corps expéditionnaire britannique doutent de l'efficacité de la ligne Maginot, pièce maîtresse de la défense.
Le réveillon de Noël 1939 vient encore distraire soldats et officiers de l'ennui de leur service. La messe de minuit réunit tout le monde, les hommes de garde, la relève, les soldats des casernes d'infanterie. Leurs visages expriment l'inquiétude. Arriveront-ils à résister, à survivre ? L'hiver semble apporter un répit, un moment d'engourdissement pendant lequel on dresse des plans dans un élan fébrile. En mai 1940, le commandement de la Wehrmacht a massé à l'ouest les armées du groupe A. Le 10 mai, il déclenche le plan jaune. Les chars, les Stuka et les parachutistes engagent la bataille de France, en attaquant d'abord la Hollande et la Belgique qui sont neutres. Cinq divisions blindées regroupant 1220 chars mènent l'assaut, loin devant l'infanterie. Cette force représente la moitié des blindés allemands, une entreprise sans précédent. Le 11 mai, la première division blindée de Guderian, ayant pour devise « Le mouvement est préférable au combat », parvient à Bouillon. Guderian, élève de Manstein, a souvent dû prendre des décisions qui allaient à l'encontre des ordres de ses supérieurs. Il n'y avait pas eu de stratégie mûrement réfléchie qu'il aurait pu appliquer sur le terrain. Ce fut paradoxalement l'une des raisons de sa réussite. Principal obstacle avant la frontière française, la ville de Bouillon est prise. Les Ardennes réputées insurmontables sont franchies. Aujourd'hui, on n'imagine pas le découragement des Français à ce moment, à cet endroit. Pendant des siècles, la ville a été un verrou de sûreté, la pomme de discorde entre Allemands et Français. Au-delà de Bouillon, en bordure des Ardennes, c'est la vallée de la Meuse où se trouve Sedan, porte d'accès à la France. L'offensive sur la ville est imminente. La ligne Maginot n'allait pas jusqu'à Sedan. Les Ardennes et la Meuse étaient considérées comme des remparts naturels aux éventuelles agressions. En moins de 100 ans, dans ce doux paysage vallonné, le destin des peuples s'était joué à 3 reprises. Moltke et Bismarck s'étaient déjà installés sur le sommet 301. Cette fois, c'était au tour des commandants français de s'y installer. Le drame de la Ferté s'est déroulé près d'ici, dans une vallée transversale. Les spécialistes de la fortification diront, l'ont dit d'ailleurs, on devait lier la manœuvre, lier la fortification à la manœuvre, et non pas la manœuvre à la fortification, qui est immobile. Or, le général Weygand, qui était généralissime à ce moment-là, n'a pas utilisé la fortification. Il a envoyé le groupe d'armée numéro 1 au-devant des Allemands, des forces allemandes, en Belgique. C'est-à-dire pour faire quoi? Une bataille de rencontre de style napoléonien, sans aucune imagination. Le sang pour le sang, le choc pour le choc. Alors qu'un officier allemand, un officier supérieur allemand, avait mis ses supérieurs en garde, c'est Manstein, qui lui avait dit, attention, les Français peuvent très bien nous laisser entrer en Belgique, ne pas broncher, et partir de la ligne Maginot pour attaquer en direction du Luxembourg, de la Rhénanie, de la Ruhr, et couper les arrières des Panzerdivisionen qui seront sans ravitaillement en essence. Et c'est ce qui explique pourquoi le haut commandement de la Wehrmacht a détaché toute la 16e armée allemande de Buch au sud des Panzers pour faire face à ce qui pouvait éventuellement sortir comme unité de la ligne Maginot, mais ce n'était pas l'idée de Weygand, puisqu'on l'a vu, c'était la bataille de rencontre qui a été un échec, évidemment. C'est ça la grande infériorité. Elle est tactique, elle n'est pas stratégique. Parce que l'idée de Weygand, de prendre en tenaille l'avance allemande par le nord et par le sud, était une très bonne idée stratégique. Oui. Bon. Mais quelles sont les conséquences de l'échec de l'armée française à ce moment-là? Bon, la conséquence, c'est pour la France, c'est une tragédie, parce que vous avez la France coupée en deux. Vous voyez suffisamment en lisant les journaux français que nous ne sommes pas tout à fait sortis de cette situation-là.
Et je crois que l'ampleur, moi j'avais 10 ans pendant ces événements, je me rappelle encore du passage de l'armée française dans mon village, l'armée française battue. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui marque. C'est d'une tristesse totale. Le 13 mai 1940, à Sedan, les blindés devaient une fois encore jouer un rôle décisif dans la bataille, en forçant le passage de la Meuse. Les Allemands avaient concentré toutes leurs forces sur une zone large de 10 km. Pendant 5 heures, 1500 avions avaient pilonné la défense française. Sortis de cet enfer, les hommes étaient brisés moralement et comme paralysés. Pendant ce temps, les hommes de la ligne Maginot restaient impuissants dans leurs forteresses imprenables, condamnés au rôle de spectateurs par leur propre commandement militaire. L'un d'entre eux, le lieutenant Joseph Mathès, commandait une patrouille de reconnaissance dans le fort de Schönenbourg. L'amertume d'alors est encore perceptible aujourd'hui. Da war die Maginot-Linie, dass sie ihre Mission erfüllt hat, ist ja der Beweis, der Hitler hat uns ja nicht angegriffen. Hitler kam über Holland-Belgien. Und das wussten wir ja, denn da droben haben wir ja keine Maginot-Linie gebaut. Also wenn man schon eine Mauer baut, dann weiß man dann, dass der einbrechen will, nebendran kommt. Also da hätte man die ganze Armee von Frankreich da hinausschaffen sollen und nicht noch hinter die Maginot-Linie die besten Armeen von Frankreich hinstellen. Da droben standen Armeen von Marseille und so weiter. Aber die guten, die besten ausgerüsteten Divisionen, die standen hinter Maginot. Das war ja ein Unsinn. C'est ici, à Gaulier, que les sapeurs allemands construisirent le plus important des 3 ponts de campagne sur la Meuse. Les colonnes de prisonniers qui le franchirent plus tard dans l'autre sens sont les survivants d'un véritable enfer, désespérés, démoralisés. Le fait que Guderian parvienne à faire passer ici la masse de son corps d'armée sur l'autre rive fut l'incroyable résultat d'un coup de poker. Ici, dans la vallée de la Meuse, les Français s'étaient retirés sur leur seconde ligne de défense. Peu de choses rappellent la lutte acharnée dont les forts du prolongement de la ligne Maginot firent l'objet. Ce n'est qu'en fin de soirée que les Allemands parvinrent à vaincre les casemates dominant le carrefour du château de Bellevue. Pendant ce temps-là, Guderian préparait son opération la plus audacieuse. Entscheidend war weniger Guderians Durchbruch bei Sedan, sondern sein Ausbruch aus dem Brückenkopf Sedan hier bei Chemeri. Dadurch erhielt die Operation eine in dieser Art gar nicht geplante Dynamik und erst dadurch wurde Mansteins Sichelschnittidee umgesetzt. Dadurch entstand jenes Phänomen, das schließlich in der Propaganda als Blitzkrieg bezeichnet wurde. Also habe ich das richtig verstanden? Das war überhaupt nicht beabsichtigt? Hatte der keine Rückendeckung von oben, von der obersten Heeresleitung und so weiter? Generalleutnant von Manstein, der diesen später als genial bezeichneten Plan entwickelt hatte, wurde wegen dieser Idee, die man als verrückt bezeichnete, abgelöst und kaltgestellt. Sein Berater als Panzerfachmann war jedoch Guderian gewesen und hier schlug seine große Stunde. Hier setzte er gegen alle Regeln der Kriegskunst, gegen alle Befehle seiner Vorgesetzten diese Idee so durch, wie er sie zusammen mit Manstein geschmiedet hatte. Und von hier aus stieß er 400 Kilometer mit seinen Panzern bis zur Kanalküste vor, sodass der gesamte Nordflügel der Alliierten, etwa 1.700.000 Mann, eingekesselt wurde. Ainsi, l'écluse de Chemeri devient elle aussi le symbole d'une politique d'après-guerre qui pensait devoir mater l'Allemagne, l'ancien ennemi, sans miser sur ses forces démocratiques. On a ainsi favorisé involontairement l'émergence d'un appareil étatique injuste et agressif, qui savait gagner des batailles en se servant des dernières avancées en matière de technique et de tactique.
L'agression allemande coûte la vie à 100 000 soldats français. Les Allemands ne rencontrent que peu de résistance dans leur marche sur Paris et Dunkerque. 10 jours après, le 24 mai, l'opération est terminée. Hitler a arrêté ses troupes au canal de la Bassée. L'essentiel du corps expéditionnaire anglais parvient à être évacué par Dunkerque. Cette retraite réveille les vieilles rancunes franco-anglaises. La présence de quelques milliers d'Anglais parmi les 1 200 000 soldats faits prisonniers n'est pas d'un grand réconfort pour les Français. Alors que ces derniers restent immobiles à l'intérieur de leur fort, les Allemands attaquent au sud de la Somme pour tenter de remonter la Seine et d'aller jusqu'à la frontière suisse. Afin de leur résister, les Français détachent des troupes dont ils pensent pouvoir priver la ligne Maginot. Forts et casemates sont pratiquement isolés. Ils ne peuvent plus compter que sur leur propre intendance et sur leurs abris d'acier et de béton. Le 14 juin, Paris est occupé. Au même moment, l'opération Tigre est lancée à grand renfort de matériel. Les Allemands ont l'ambition de prendre la ligne Maginot non seulement par la ruse, mais aussi en l'attaquant de front. Als sie dann da drüben durchbrachen, also eine Kasematte nach anderen geknackt haben, das war eigentlich nicht schwer. Da lagen 20, 30 Mann allein, 4, 5 Kilometer von der nächsten Kasematte. Und da kamen dann Artilleriegeschosse drauf, Stukas drauf. Ja, was sollten sie denn tun? Die wurden geknackt, das ist was selbstverständlich, obwohl sie schossen bis zur letzten Patrone. Ne? Und so kamen sie dann bei La Verrerie. La Verrerie, das ist bei Langensulzbach, kam diese Division vorbei. Und unsere große Überraschung war dann in Schönbuch, als es plötzlich hieß, für die Artillerietürme und so weiter, Richtung Süden schießen. Bis jetzt waren unsere Geschütze nach Norden gerichtet, jetzt hieß es, ja, sie sind durchgebrochen, sie sagen in Riederschossen, sie sagen in Zels und so weiter, sie sagen in Hagenau. Aber von diesem Werk hier, das heißt vom kleinen Lembach, Le Petit Four de Lembach und Furachot, Hohwald bis Schönbuch und so weiter, wir waren intakt, da kamen sie nicht durch. Und dann bis zum Rhein. Ne? Le 14 juin, l'offensive du groupe d'armée de Witzleben, lancée contre les forteresses du nord de l'Alsace, se solda par la plus grande défaite allemande de la campagne de l'Ouest. Ce jour-là, 1200 soldats allemands tombent devant les seuls forts du Furachot, du Rohrwald et de Schönenbourg. Jusqu'au 23 juin, les forts sont quotidiennement en proie aux attaques massives de l'artillerie, de la Luftwaffe et des troupes de choc. Les Français se replient dans les étages inférieurs et le blindage tient bon. Puisqu'ils ne parviennent pas à passer par ici, les Allemands attaquent également la ligne Maginot dans le Haut-Rhin, qui est peu fortifiée. La zone située en face de Breisach est pilonnée sans relâche. Sous le feu nourri des Français, des vétérans de la Première Guerre mondiale doivent traverser le Rhin en crue. Les canaux d'assaut enregistrent de lourdes pertes. Beaucoup mourront aussi ensevelis dans des bourbiers et en combattant pour la prise des casemates, parce que les Français trouvent un soutien moral dans le mythe d'une ligne Maginot restée invaincue. En fait, les Allemands sont depuis longtemps à l'arrière des casemates, puisque les blindés de Guderian ont atteint la frontière suisse. Cette attaque insensée, lancée pour une question de prestige, ne devait laisser derrière elle que des images propres à alimenter le mythe de la Blitzkrieg. La ligne Maginot, orgueil de la France, dévastée, réduite en bouillie par les obus allemands. Le 19 juin, nouvelle conséquence de la guerre de mouvement opérationnel, 500 000 soldats français sont faits prisonniers dans le triangle Reims-Belfort-Metz. À Wiesbaden,
on impose au général Hunzinger les conditions de l'armistice. La France se retrouve divisée, avec au nord une zone occupée comprenant Paris et au sud une zone libre sous le régime de collaboration de Pétain. Les Français s'engagent à ce que les forts de la ligne Maginot n'ayant pas cessé le combat soient remis intacts aux mains des Allemands. Wir fanden aber nicht, dass wir den Krieg verloren hätten oder dass wir gefangen genommen wären. Wir waren ja frei. Und vom Puraschow bis hinunter zum Rhein wurde überall, auf allen Blocks, auf allen Kasematten die französische Fahne gehisst. Somit war eine Linie von französischen Fahnen, die eigentlich beweisen sollte, dass wir noch Französisch sind, dass wir den Krieg nicht, dass wir nicht überrumpelt worden wären. Ja, im Generalstab oder drunten bei Bochter wussten sie natürlich nicht, dass wir noch existieren würden, nicht? Denn die Deutschen, die waren ja drunten in Südfrankreich und so weiter. Und da kam dann eigentlich eine Delegation von französischen Offizieren im Flugzeug, die flogen gesandt von Wiesbaden, von der Waffenstillstandkommission von Wiesbaden, und da saß ja ein halber Elsässer, der General Hunzinger, der vertrat ja die französische Delegation, und der hätte uns auch besser verteidigen können. Ne? Und die flogen aber über uns, um zu sehen, ja, sie existieren noch. Ne? Le fort blindé 35-3 de Markolsheim dut rendre les armes après qu'un grand nombre de ses défenseurs soient morts au combat. Leurs camarades du nord de l'Alsace ne quittent leur fort que 2 semaines plus tard. Ils sont faits prisonniers sans avoir été vaincus. L'Alsace et la Lorraine, qui pendant 22 ans avaient de nouveau fait partie de la France, furent rattachés au Troisième Reich et germanisés de force. Ceux qui avaient opté pour la France furent bannis. Un réseau de mouchards recouvrit la région. Un grand nombre des soldats et officiers qui avaient combattu ici revêtaient à présent l'uniforme allemand. Tout refus était durement puni. Les troupes allemandes firent leur entrée dans Paris dès le 14 juin. Avec elles, une dictature agressive triomphait d'une démocratie défensive. Beaucoup de Français cherchaient à savoir quelles erreurs avaient été commises et ce qui avait permis à l'ennemi de devenir aussi fort. Les vainqueurs commencèrent par exiger du commandant militaire de la ville de Paris, Groussard, la restitution des drapeaux allemands récupérés au cours de la Première Guerre mondiale. Je pense qu'il faut même aller plus loin, parce que c'est le pays tout entier qui a été traumatisé, parce qu'il faut penser que nous avons vu passer, pardon, nous avons vu passer d'abord, j'habitais en Champagne à cette époque-là, j'avais 14 ans, nous avons vu passer des milliers de réfugiés civils hollandais, ensuite des dizaines de milliers de réfugiés belges, ensuite les Ardennais, tous les frontaliers français, avant d'être nous-mêmes emportés par le vent de la défaite et ce qu'on a appelé l'exode. Si bien que civils et militaires ont été emportés par cet exode et que les derniers combats, les bombardements, les mitraillages ont marqué peut-être plus fort les civils que les militaires. 4 ans et demi plus tard, en hiver 1944, l'Allemagne nazie est à bout de force, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur celui du moral. Le 16 décembre, Hitler tente à nouveau de retourner la situation avec l'offensive des Ardennes, lancée contre les Américains. Mais cette fois-ci, l'attaque surprise s'embourbe à l'endroit même où la Wehrmacht avait remporté ses victoires spectaculaires de 1940. La supériorité aérienne est passée dans le camp des Alliés. Au nord d'Aix-la-Chapelle, les unités allemandes sont repoussées jusqu'à la ligne Siegfried. Mais ce piètre refuge ne leur est d'aucun soutien. Les quelques bunkers ne disposent ni de canons ni de munitions. Durant les combats de l'Eifel, lors de la bataille de Hürtgenwald, les Américains se heurtent à des unités allemandes composées de combattants aguerris. Si les Américains perdent 38 000 soldats, les Allemands en perdront environ 30 000. Le 1er avril,
Les Allemands du groupe d'armée B se trouvent encerclés dans une zone allant de la Ruhr à la montagne. À leur tour, les Allemands faits prisonniers marchent, le visage déprimé, épuisé, vers un destin incertain. Chacun est conscient des crimes, petits ou grands, dont son camp s'est rendu coupable. Les vainqueurs vont-ils user de représailles? Et quel genre de représailles? Dans un premier temps, les camps de la faim installés dans les prés de Rhénanie semblent confirmer leurs mauvais pressentiments. Les Français aussi veulent entrer sur le sol allemand en vainqueurs. Ils le feront à bord de jeeps et portant l'uniforme américain. Ils prendront Stuttgart le 22 avril. La violence qui frappe aussi les civils n'est pas totalement justifiée par des impératifs militaires. S'agit-il de représailles aux exécutions d'otages, aux déportations, aux vols, mais aussi aux humiliations du passé? Il faut décidément du temps pour assumer les fautes liées à la collaboration. En mai 1945, les Parisiens et la France ont de bonnes raisons de fêter la capitulation allemande comme une libération. Mais quelle attitude face à l'Allemagne va succéder aux erreurs du passé? Quelle armée, quelle conception politique va choisir de Gaulle, émigré mal aimé, qui doit encore s'imposer face à l'héritage de Vichy et face à la gauche? Les symboles de la profonde méfiance et de l'isolationnisme réciproque sont encore debout. En France, la ligne Maginot est même remise en état. En 1946, alors que s'opposent partisans et adversaires de la réconciliation, De Gaulle se rend sur la ligne Siegfried pour y effectuer une sorte de voyage d'études. Ses conclusions seront surprenantes, voire impopulaires. Le guide de la France libre, homme de pouvoir réfléchi et conséquent, alors chef du gouvernement provisoire, étudie les possibilités d'un rapprochement. Il crée par la suite le concept d'une Europe des patries. Wenn Sie alle so mich herum versammelt sehe, wenn ich Ihre Kundgebungen höre, empfinde ich noch stärker als zuvor die Würdigung und das Vertrauen, das ich für Ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege. Encore des gestes symboliques qui, cette fois-ci, indiquent quelque chose de nouveau. Un officier français donne l'accolade à un officier allemand sur un fleuve qui symbolisait autrefois l'hostilité entre les deux peuples. Mais notamment grâce à la rencontre des deux chefs d'État, il est maintenant le point de départ d'une amitié à venir. Les impacts sur le mur resteront longtemps visibles. Quant à savoir comment cela a pu avoir lieu, c'est une question à laquelle on pourra de moins en moins apporter de réponse. Chercher à se protéger par un isolement volontaire fut et reste une erreur. Aujourd'hui, les ouvrages fortifiés ressemblent à des monuments funéraires incarnant des concepts et des idéaux dépassés. Leurs couloirs souterrains sont comme les impasses d'une pensée étriquée. Il faut faire un effort pour comprendre que ces forteresses sont le produit de la peur. Peur de l'autre, de l'étranger que l'on ne pouvait ou ne voulait comprendre. On peut se désintéresser de ces casemates, mais on peut aussi les visiter et comprendre l'avertissement qu'elles représentent. Non, ce qui est impossible à supporter pour les Allemands comme pour les Anglais ou les Français, c'est la guerre. Bon, ça c'est tout à fait impossible. Mais l'idée de s'entendre entre peuples européens qui sont exactement de même nature, de même culture, de même civilisation, en tout semblable, eh bien, les moins européens des Européens, c'est finalement les Français, parce que nous avons l'Afrique derrière. Et nous avons aussi une vocation africaine et des habitudes africaines. Bon. Mais il n'y a aucun problème
pour les peuples européens de s'entendre. Les guerres et les occupations ont toujours été des problèmes de gouvernement et pas des problèmes de peuple. Le Palatinat, l'Alsace, la Lorraine. Qui veut comprendre l'histoire devrait écouter les frontaliers. Les habitants de la région ont toujours été le jouet de puissances rivales. Ils furent finalement les victimes d'une bataille préparée de longue date. Seule une minorité jugea avantageux de collaborer avec l'Allemagne hitlérienne. Dans une Europe démocratique, les frontaliers se revendiquent comme étant les pionniers d'une politique d'entente. Lorsqu'on s'est si souvent retrouvé entre deux feux, on ne peut considérer le passé qu'avec scepticisme et humour. Ce qui est très curieux, c'est que j'ai deux grands-mères qui vivaient. Une avait été à Paris, elle parlait très bien. Elle avait été à Paris au but de Chaumont en 1800, avant 70. Elle parlait très bien français. Alors que mon autre grand-mère était d'origine, comme je vous ai dit, qui était à la Techteschule à Berlin. C'était Hinderpère et son père ou son mari était officier à Thionville. Elles étaient différentes, mes deux grands-mères. Tout en étant lorraines, elles étaient de langue et de pensée différentes. Oui, c'est le dessin de tous les pays frontaliers. Avant 70, nous étions français, de 110 à 19 allemands, de 19 en 1940 français, de 40 à 44 allemands. Maintenant, nous sommes français, l'année prochaine, bosniaques peut-être, je ne sais pas.